Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 13 avril, dimanche des Rameaux. Trois séquences. Tout d'abord, une rencontre avec Christian Marquand, donc président de l'agence de voyage Clio, qui vient de faire plusieurs séjours en Russie au cours de l'année qui vient de passer, qui nous livrera un peu ses réactions de ce qu'il a pu observer de la vie quotidienne en Russie. Ensuite, nous accueillerons Thomas Oswald, qui a été le scénariste d'une bande dessinée édité aux éditions Plein Vent, Les mystères du Saint-Suaire de Turin, l'Odyssée du linceul du Christ, et enfin, troisième séquence avec Sophie Mageran, directrice de l'agence de voyage Odeia, pour le programme de cette année, en particulier le programme de son agence à l'occasion de l'année jubilaire. Bonjour Christian Marquand. Bonjour Jean-Pierre. Vous venez donc d'effectuer en peu de temps 3 séjours en Russie. Alors où êtes-vous allé ? Effectivement, depuis 13 mois, j'ai effectué 3 séjours en Russie qui m'ont amené de Moscou à Saint-Pétersbourg, à Novgorod, à Pskov, enfin un petit peu dans toute la partie occidentale. Je dois dire quand même que cette expérience s'appuie sur une expérience plus ancienne. Lorsque j'accompagnais des voyages pour Clio, il y a 30 ans, je suis allé de très nombreuses fois dans les années 80 en URSS. Et ça me semble très important de commencer par dire ça, parce que dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains, d'une manière, je crois, honnête, mais d'une manière quelquefois malhonnête pour les hommes politiques ou pour les médias, on maintient un amalgame entre la Russie et l'Union soviétique. Or, il faut voir que la Russie, actuellement, depuis les années 90, n'est plus l'Union soviétique. Elle n'est plus soviétique pour une raison que beaucoup ne mesurent pas, tout simplement parce qu'elle a été vaincue par le christianisme. Il suffit de se reporter aux mémoires qu'ont écrit des Gorbatchev, des Helsinki ou même des Poutine. Tous, c'est très important, ont été baptisés par leur grand-mère ou par leurs parents. Parce que c'est important aussi de signaler que cette victoire du christianisme en Russie n'a pas été une victoire forcément de l'institution ecclésiastique, ça n'a pas été une victoire de l'Église orthodoxe, mais souvent de l'âme orthodoxe, de l'âme populaire de l'orthodoxie. Pour ceux que ça intéresse, il faut se renvoyer peut-être vers Dostoïevski. Mais c'est une des premières choses que je voudrais répondre pour mon expérience, c'est qu'aujourd'hui et depuis toujours, la Russie est d'abord une terre chrétienne. C'est le point le plus marquant, si j'ose dire. Alors comment ça se manifeste ? Eh bien, ça se manifestait déjà dans le passé avec une contrainte, mais maintenant, par la fréquentation des églises, par l'omniprésence du christianisme. Alors on va se dire, oui, mais est-ce que là, t'es pas en train de raconter que c'est parce que c'est propre à la guerre ? Non, mon expérience antérieure me montre que la guerre, il y a peut-être ajouté un petit quelque chose. C'est vrai que quand on a un fils, un père ou un compagnon qui est sous les armes, peut-être qu'on va plus facilement à l'église qu'en temps ordinaire. Chez nous, c'est pareil. Mais je pense que l'église est vraiment chrétienne, est vraiment présente, omniprésente. Ce pays est vraiment un pays chrétien, comme nous aimerions que le nôtre soit. Et je pense que quand on entend le discours des autorités russes, de Poutine en particulier, on voit bien que ce côté chrétien est un côté majeur. C'est pas le seul aspect positif de ce pays. Il y a quand même autre chose, c'est qu'il y a une civilisation russe qui est quand même une civilisation maintenant presque millénaire, une civilisation qui est un mélange d'Orient et d'Occident, d'Europe occidentale, qui fait que nous sommes devant une grande civilisation qui nous permet de dire que la Russie fait partie de l'Europe. Complètement. Et puis, il y a aussi un patrimoine architectural, archéologique, artistique majeur. Je pense que quand on est à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, on est plus près de Rome que de Stockholm, vous comprenez, où on est dans un pays absolument extraordinaire. Alors vous allez me dire, mais comment est la vie là-bas ? Voilà, c'était ma deuxième question. Quel est le climat de la vie quotidienne ? Alors, moi je dirais, assez simplement, elle est normale. J'insiste bien, j'ai passé 3 séjours en février 2024, en mai 2024, et là en février 2025, donc ça fait quand même une trentaine de jours en tout. La vie est normale.
Je donnerai un exemple. La vie, ça veut dire quoi? On prend le métro, les gens sont dans le métro normalement. Il y a partout des bars et des restaurants qui sont complets. Si vous arrivez trop tard, il faut attendre la fin du service. Mais mieux encore, les supermarchés. Rentrer dans un supermarché, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tous les produits français, tous les produits, par exemple du foie gras, du vin rouge, du champagne, mais aussi du Coca-Cola en bouteille, etc., etc. Alors, le seul point, ce qui montre bien que les sanctions sont, si j'ose dire, à mesurer et à comprendre, parce que si j'ai dit que la civilisation russe était une civilisation qui était proche de la civilisation occidentale, elle est aussi orientale. Le monde byzantin, le monde grec est un monde aussi de commerce, de combination. Et cette combination, on voit bien que, étant appliquée aux sanctions, elle a un résultat quand même très très limité, si j'ose dire. Il y a toujours un moyen, par turc moyen ou par azerbaïdjanais, kazakh, ou le Kazakhstan joue un rôle important, d'acheter les produits. Vous savez, nous, on ne vend bien sûr plus de produits alimentaires à la Russie, mais les Turcs en achètent, ils n'en ont jamais acheté autant, et ils les revendent aux Russes. Donc on trouve tout partout. Mais ça, c'est un aspect, je dirais, qui est un aspect majeur. La vie est normale. Alors, bien sûr, j'ai parlé des restaurants, des bars, mais la vie culturelle. Parce que les Russes sont des gens très cultivés. C'est un des pays au monde où on lit le plus, où on lit encore, où on fait beaucoup de musique. Par 2 fois, j'ai voulu aller, et je suis allé, au Mariinsky à Saint-Pétersbourg ou au Bolchoï à Moscou. C'est extrêmement difficile d'avoir des places parce que les Russes vont au théâtre, vont à la danse, vont à l'opéra. Et d'ailleurs, permettez-moi, ça m'amène peut-être une autre remarque. Là, nous étions au mois de février au Bolchoï, et d'un seul coup, à l'entracte, on prend un petit sandwich avec une coupe de champagne. Des Russes qui sont derrière nous se lèvent en disant « Ah, vous êtes Français, bienvenue, on vous invite ». C'est-à-dire que c'est un aspect aussi qui est important, la francophonie. Alors, bien sûr, la francophonie d'aujourd'hui n'est plus tout à fait la même que celle lorsqu'à la cour du tsar on parlait français. On n'en est plus là. Mais nous avons eu la chance de visiter, par exemple, l'Académie nationale de danse à Saint-Pétersbourg. Eh bien, la deuxième langue y est le français. Et c'était quand même très émouvant de rentrer dans une salle de classe où tous les élèves qui sont là apprennent le français, récitent en français, apprennent des poésies en français. Et d'ailleurs, un certain nombre de Français en font partie, puisque cette Académie de danse, qui est une des meilleures du monde, accueille bien sûr des Russes. Ça va de soi, mais aussi des Français, des Italiens, des Coréens. Vous savez, on en revient toujours dans le problème des sanctions et des fermetures. Donc, des gens très francophones, très francophiles, je dirais aimables. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il n'y a pratiquement pas de touristes, je pense que dans les endroits où je suis allé, d'ailleurs, quand je suis allé à Pskov, nous étions 3, j'étais avec mon épouse et mon fils. On est dans le musée de Pskov, et quelqu'un nous dit « Mais vous êtes français, est-ce que je peux vous interviewer » Et nous avons fait la une des dernières nouvelles de Pskov. Bon, c'est pas TV Liberté, mais d'emblée, ça a séduit ce journaliste, disons, qui était plus ou moins pas un guide touristique, qui était un directeur de musée. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ici ? Il y a un amour de la France, et puis il y a une gentillesse. Il y a la gentillesse des Slaves, parce qu'on présente toujours, je dirais, les Russes à la manière soviétique, je le disais tout à l'heure, c'est le requin de James Bond, méchant, ou le méchant de Rocky. En fait, ce sont des gens gentils, et je pense que il n'y a pas de problème avec ça. Alors maintenant, il y a une autre question qu'on pourrait se poser, c'est où est la guerre dans cette histoire ? Quelle place tient la guerre dans les conversations, dans la vie quotidienne ? Je dirais déjà, pour commencer, c'est un pays normal, je le disais tout à l'heure, mais au niveau de sa sécurité. Moi, on n'a jamais vu de policiers. La première fois, nous sommes arrivés à Moscou, là, dans le dernier voyage, nous sommes arrivés, il était minuit à l'hôtel, il y avait un petit retard d'avion. Mon fils est parti le soir se balader dans les rues, personne ne lui a rien demandé. On est dans un pays tout à fait banalisé au point de vue de la sécurité. Alors, rassurez-vous, la sécurité, je pense qu'elle est plus chez eux que chez nous. Quant à la guerre, oui, je pense qu'il n'y a pas d'ignorance de la guerre, mais
il n'y a pas de crainte de la guerre. Je pense que la Russie est un pays immense. C'est un pays qui connaît sans doute une crise de natalité comme nous, mais c'est un pays immense. Ce qui se passe sur un petit front de 1000 kilomètres, ce n'est que peut-être un dixième ou un centième de leur affaire. Bon, si on veut raisonner sur leur mentalité par rapport à celle-ci, je pense que pour eux, tous ceux que j'ai rencontrés en tout cas, estiment que cette guerre est une guerre de bon droit, puisqu'en fin de compte, elle est là pour défendre, non pas les Russes, mais au moins la russophonie, si j'ose dire. Je pense que ce qui choque beaucoup tous ceux avec qui j'ai discuté, c'était le caractère de dire on empêche les russophones de continuer à être russophones. Et ça, je pense que s'il n'y avait pas eu ce problème, les frontières artificielles de l'ancienne URSS n'auraient pas eu une importance très grande. Alors, peut-on aller en Russie pour conclure ? Eh bien, je dirais, on peut aller en Russie. Bon, je pense que nous, dans le cadre de Clio, nous n'organisons pas encore de voyage en Russie pour des groupes, parce que c'est un petit peu compliqué. Mais bien sûr qu'on peut aller en Russie en individuel. Nous faisons partie des individuels régulièrement. D'abord, il faut un visa. On obtient son visa sans aucun problème, un visa électronique. Et puis après, la seule petite contrainte, c'est qu'il n'y a plus de vol direct, parce que nous nous méfions des Russes. Donc, il faut passer soit par Belgrade, soit par Istanbul. Istanbul, il y a beaucoup de vols dans tous les sens. Et une fois qu'on est en Russie, on fait le voyage merveilleux d'un pays merveilleux, avec un patrimoine merveilleux, sans touristes. Eh bien, merci de cette merveilleuse interview. Bonjour Thomas Oswald. Bonjour. Donc vous avez été le scénariste d'une bande dessinée qui vient de paraître aux éditions Plein Vent, Les mystères du Saint-Suaire de Turin, l'Odyssée du linceul du Christ. Alors pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le linceul de Turin ? Alors le linceul, j'insiste sur le linceul et je ne dis pas le Saint-Suaire, même si les deux termes sont admis. Le linceul plus exactement, c'est un tissu de 4 mètres de long, de presque 2 mètres de large, qui a contenu un corps et qui est conservé en ce moment à Turin. Et on suppose, et on a de bonnes raisons de le faire, que c'est le linceul qui a contenu le corps du Christ avant sa résurrection. Alors, vous commencez votre récit par ça. Quel a été le périple de ce linceul depuis 2000 ans ? Voilà, et là on est au cœur du sujet de ma bande dessinée justement. Exact. Le but de ma bande dessinée, c'est d'expliquer comment ce tissu a pu traverser tout le chemin de Jérusalem jusqu'à Turin. Les premiers siècles sont les plus douteux parce que c'est ceux pour lesquels évidemment on a le moins de sources. Ce qui paraît le plus probable au regard de ce que j'ai pu lire, c'est que le linceul est allé d'abord à Édesse avant de voyager jusqu'à Constantinople, puis a été racheté en même temps que d'autres reliques par le roi Louis IX, Saint Louis. Donc il a été allé jusqu'à Paris. Et après, on l'a retrouvé à Liray, donc en Champagne, exactement, et avant qu'il bascule à nouveau en Savoie, dans la maison de Savoie, et après, et qu'il finisse par être possédé à Turin et montré à Turin. Alors, au-delà de cet aspect de pérégrination historique, oui, pour le grand public, le linceul de Turin, c'est surtout la datation au carbone 14 qui a eu lieu en 1998. 88. Alors, pardon 1988. 1988. Donc on a aujourd'hui un petit peu de recul. Quel regard peut-on porter sur cette datation qui concluait au fait que ce linceul, en fait, datait du Moyen-Âge et avait été composé en 1260 et 1390. Alors il y a plusieurs problèmes. D'abord, je trouve très douteux que cette datation puisse conclure que le linceul ait été fait pendant le Moyen-Âge, parce que toute une série d'autres mesures avaient été faites avant. Il y a beaucoup de scientifiques qui s'étaient penchés dessus, en particulier les scientifiques du STURP qui avaient pu manipuler le linceul et qui s'étaient livrés pendant plusieurs jours à toute une série d'examens scientifiques sur le linceul. Et eux allaient plutôt dans le sens de l'authenticité, ou du moins dans le sens d'un linceul qui aurait été fabriqué en Terre Sainte pendant l'Antiquité, au 1er siècle, autour de l'an 33-35, qui correspond avec ce que les évangiles racontent. Donc ça déjà, c'est un premier problème. L'autre problème de cette étude au carbone 14, c'est que les résultats bruts de cette étude n'ont jamais été communiqués, y compris dans l'article de Nature qui a fait autorité. Et par conséquent, évidemment, ça jette un certain doute sur la validité de cette étude. Ils n'ont fini par être communiqués qu'en 2018, donc tout récemment. Et quand on a eu les résultats bruts,
ce qui a été révélé, c'est que, évidemment, les laboratoires n'ont pas triché. Il n'y a pas eu une tricherie des studios et ils n'ont pas changé les résultats qu'ils ont obtenus, si vous voulez, mais ils ont sélectionné. C'est-à-dire qu'une grande partie des résultats qu'ils obtenaient étaient considérés comme aberrants et ils ont conservé seulement ceux qui correspondaient à quelque chose qu'ils trouvaient logique. Et ça, c'est une démarche qui, évidemment, est très discutable. Ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est que les laboratoires ont communiqué entre eux, ça maintenant c'est avéré, ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Donc, probablement, alors j'étais pas là, mais probablement qu'ils ont communiqué entre eux parce qu'ils ne comprenaient pas les résultats qu'ils trouvaient et qu'ils essayaient d'accorder leur violon. Et donc ils savaient qu'on avait donné des échantillons en même temps à d'autres laboratoires. Ils savaient qu'on avait donné des échantillons à d'autres laboratoires, ils ne devaient pas communiquer entre eux. Il y a 3 laboratoires qui ont travaillé de concert là-dessus. Alors c'est qui ces 3 laboratoires? Alors ça, je peux pas vous dire. Malheureusement, je peux pas vous dire. Il y avait un laboratoire en Arizona, ça je me souviens, mais ils étaient éloignés les uns des autres. En anglais surtout. Et en anglais. Ouais. C'était très sérieux comme protocole à la base. Le protocole qui était prévu était très sérieux, mais il a été simplifié malheureusement un peu avant qu'il soit fait. À la base, il devait y avoir plus de laboratoires encore que ça. La zone dans laquelle l'échantillon a été pris n'était pas très représentative parce que ils ont pris des morceaux dans le coin du linceul. Or, c'est les morceaux qui ont été le plus manipulés. Donc ça pouvait aussi poser un problème. Il y a toute une série de problèmes au fait qui peuvent remettre en cause la datation au carbone 14. Et surtout, il y a eu beaucoup d'autres datations qui ont été tentées avec d'autres méthodes et qui concluent à un linceul plutôt antique que médiéval. Alors justement, quelles sont les autres découvertes scientifiques qui, elles, vont plutôt dans le sens d'un linceul composé il y a un peu plus de 2000 ans et ayant séjourné en Palestine? Alors, à mon sens, la découverte la plus décisive, elle est toute simple. C'est simplement de regarder le linceul au microscope. Quand on regarde le linceul au microscope, il se passe quelque chose de très étonnant. C'est qu'au fait, le linceul n'est pas peint. Et ça, c'est vraiment impossible de tenir le fait que le linceul soit peint, parce qu'il y aurait forcément des coups de pinceau. Et surtout, tout le linceul serait forcément imprégné de peinture. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui fait cette teinte du linceul qui permet de dessiner l'image si célèbre du Christ, c'est qu'une petite partie des fibrilles du tissu de lin sont entièrement colorées. Et si vous voulez, c'est qu'un tout petit pourcentage de ces fibrilles colorées qui donne l'image générale. Or, ce qui permet d'obtenir ce procédé, cette image-là, on ne voit pas par quelle façon le faire, même maintenant, aujourd'hui, avec notre technologie. Il y a un scientifique récemment qui s'est penché dessus et qui a dit qu'on pourrait arriver à un résultat comparable avec de l'irradiation. Alors l'irradiation, évidemment, c'est complètement inaccessible à un faussaire du Moyen-Âge. À mon sens, cet examen très simple et vraiment incontestable, juste de regarder les fibrilles du lin au microscope, c'est le plus décisif pour poser l'énigme du linceul. Alors, j'y réponds pas, mais à mon avis, tout le monde qui voit le linceul au microscope, et chacun derrière son écran d'ordinateur maintenant peut le voir parce que ces images sont publiques, chacun peut se poser la question du linceul et peut rentrer dans la démarche dans laquelle je suis rentré quand j'ai réalisé cette bande dessinée. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué, justement, en composant cette bande dessinée? Par quoi vous avez été impressionné? Alors, j'ai été impressionné par le pèlerinage du linceul. C'est-à-dire que c'est plus nous qui pèlerinons vers Dieu ou vers un lieu saint, c'est le linceul qui a fait un véritable pèlerinage. Il est passé au travers de tous les périls possibles. Il y a eu des incendies. Des incendies, plusieurs. Le dernier, le plus connu, dont il a réchappé de justesse, qui était celui de Turin. Mais auparavant, il y en a eu d'autres. Les fameuses marques qu'on voit, les 4 marques qui sont faites par le plomb fondu, c'était un autre incendie qui avait lieu en Savoie au XVIe siècle. Donc il a échappé à une série de périls invraisemblables. Le plus grand péril, à mon sens, auquel il est échappé, c'est le péril iconoclaste, parce que pendant toute une partie de l'Antiquité, l'Antiquité tardive, oui, il y a eu la querelle iconoclaste, et il en a réchappé vraiment très justement, parce que la plupart des icônes de cette époque-là ont été détruites. Lui, soit il a été caché à ce moment-là, on ne sait pas exactement, mais il se trouve qu'il est encore là, et c'est pratiquement un miracle qu'il soit parvenu jusqu'à nous. Alors, quelle est la position de l'Église sur ce linceul, d'une part, et y a-t-il des ostensions de prévues? Alors, concernant les ostensions de prévues, il y a en ce moment une ostension virtuelle à Turin qui est intéressante à faire parce que l'image du linceul a ce site particulier qu'elle est
très vague, très difficile à voir, à moins d'être... il faut être à 3 mètres simplement pour la distinguer, et même ainsi, elle est assez floue. Au fait, elle apparaît beaucoup mieux quand on la prend en photo. Ça a été la découverte de Segundo Pia. Donc une ostension virtuelle, à mon avis, c'est intéressant à voir. Et par ailleurs, pardon, quelle était votre autre question ? Il y avait les ostensions et le statut de l'Église. Que nous dit l'Église de ce linceul? C'est une relique de première, deuxième, troisième classe. Alors, ce n'est pas un dogme de dire que le linceul le linceul conservé à Turin soit celui du Christ. Ce n'est absolument pas un dogme. Par contre, elle est considérée comme digne de vénération. Donc on peut se rendre absolument devant le linceul, on peut prier devant, mais il ne faut pas tout confondre. Ce n'est pas le rôle de l'Église de dire absolument c'est la relique du Christ et vous devez la considérer comme telle. Merci beaucoup de toutes ces explications. Donc je renvoie nos téléspectateurs à votre BD. Les dessins sont de Mougne. Les mystères du Saint-Suaire de Turin, l'Odyssée du linceul du Christ, donc aux éditions Plein Vent, 48 pages pour la modique somme de 15,90 €. Voilà, c'est tout à fait intéressant, synthétique, et puis c'est inhabituel dans les bandes dessinées, les dessins sont clairs. Voilà, je pense aujourd'hui, on a beaucoup de dessins, tout est sombre. Là, c'est clair, tant mieux. Merci. Merci à vous. Thomas. Bonjour Sophie Marchand. Bonjour Jean-Pierre Mougendre. Donc vous êtes directrice de l'agence de voyage culturel Odeia. Alors pouvez-vous nous rappeler ce qu'est cette agence et déjà que signifie Odeia? Alors c'est une très bonne question de fait d'où vient l'origine de ce mot Odeia. Ça vient du grec ancien odos. Odos qui signifie le voyage, le chemin, la route. C'est la même racine que l'on retrouve dans Exode ou dans Odyssée. Et donc Odeia est une agence de voyage qui permet de prendre la route, le chemin pour visiter, partir donc faire des voyages soit culturels, soit des pèlerinages. Voilà. Alors, quelle est la caractéristique propre de votre agence par rapport au marché large des agences de voyage? Écoutez, nous, c'est vrai qu'au Odeia, nous proposons ces voyages culturels qui sont accompagnés par des conférenciers. Ce sont des petits groupes de 22 personnes maximum, toujours accompagnés dans un bon esprit qui permet notamment à ceux qui le souhaitent le dimanche d'aller à la messe, par exemple. C'est vrai que nous avons des accompagnateurs qui ne sont pas des laïcards épouvantables. Donc, il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit qui est le nôtre, qui est propre, que nous défendons. Et d'autre part, nous proposons ces fameux pèlerinages qui sont des groupes accompagnés cette fois-ci par des prêtres qui permettent la visite de destinations, en tout cas de lieux de pèlerinage comme Rome, Fatima ou autres. Là, dans un temps pas si lointain, on parlait également de la Terre Sainte qui est plus difficile d'accès en ce moment, mais espérons pouvoir y retourner très bientôt. Alors, qui sont les clients d'Odeia? Des particuliers, des entreprises? Les particuliers, quel profil? Alors, ce sont des particuliers essentiellement. Ce sont des particuliers qui peuvent s'inscrire à des voyages qui sont constitués, que ce soit des voyages culturels ou des pèlerinages. Mais il y a aussi des diocèses, des paroisses, des associations religieuses, des fraternités diverses et variées qui nous demandent d'organiser leur pèlerinage ou leur voyage. Et donc, vous voyez, c'est très varié, c'est très large. On s'adresse à Alors, vous en faites combien par an à peu près là? L'an dernier, 2024, vous avez fait combien? Alors, de mémoire, je ne peux pas vous dire, mais c'est plusieurs milliers de personnes quand même chaque année. Quelques milliers en tout cas, on ne va pas exagérer. C'est plusieurs groupes, plusieurs départs chaque mois. Il n'y a jamais une année qui est identique à la précédente. Surtout que par exemple cette année, on a le jubilé à Rome. Alors voilà, on va y venir. Alors aujourd'hui, quelles sont les destinations les plus demandées? Donc en mars 2025, mars-avril 2025. Alors vous avez des destinations comme l'Italie qu'on connaît très très bien, du nord au sud, jusqu'en Sicile, les îles, etc. C'est vrai que c'est une destination qu'on maîtrise parfaitement, qu'on aime beaucoup. On est cousins des Italiens, donc on se sent à la maison en allant en Italie. Et je ne parle pas simplement du jubilé, mais vraiment des voyages culturels que nous proposons à Venise, Florence, Milan, les lacs, la Toscane, les Pouilles, la Sicile, Naples. C'est vrai que l'Italie est grande finalement, et en tout cas très grande par sa culture, son histoire immense.
Nous proposons également des voyages en Afrique du Nord, mais aussi jusqu'en Asie du Sud-Est, dans la péninsule indo-chinoise. Voilà, donc on réouvre là, avec grand bonheur depuis quelques mois, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Nous sommes allés... Pourquoi vous aviez fermé ? Avec le Covid. Ah oui, donc c'est une vieille histoire. Donc c'est une vieille histoire, on a repris là depuis l'an dernier. On est très très heureux de proposer à nouveau ces destinations lointaines. Voilà. Alors cette année est donc une année jubilaire, une année sainte. Donc quels sont les événements particuliers, les pèlerinages en particulier organisés à cette occasion à Rome ou peut-être ailleurs? Oui, alors à Rome essentiellement, c'est vrai que alors on peut parler d'autres pèlerinages. De fait, vous avez raison de les mentionner. Par exemple, au mois de juin, nous allons aller à Rome et à Cracovie, accompagné par le père Zanouti Zorkin sur les pas du père Kolb. C'est un grand voyage marial qui aura lieu donc au mois de juin. Mais c'est vrai que cette année, nous proposons énormément de Rome, donc de pèlerinage à Rome à l'occasion du jubilé qui a lieu tous les 25 ans dans l'Église catholique. C'est un grand événement pour l'Église, bien sûr, et pour toute la chrétienté que de se rendre en pèlerinage à Rome. Ça a été institué, comme vous le savez, Jean-Pierre, en 1300 par le pape Boniface VIII. C'est vrai qu'on ne pouvait plus aller en Terre Sainte en ce début du XIVe siècle, et donc la papauté a institué un nouveau pèlerinage pour obtenir des grâces, des indulgences. Et au départ, si le pèlerinage avait lieu tous les 50 ans, depuis un moment maintenant, il a lieu tous les 25 ans. C'est un grand événement. Et donc, nous proposons plusieurs programmes, plusieurs pèlerinages, notamment avec l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre qui partira autour du 8 mai prochain. Il reste éventuellement quelques places. Il y aura une grande messe solennelle à Sainte-Marie-Majeure, une grande procession pour entrer dans Saint-Pierre de Rome également. Ce sera vraiment un très très beau pèlerinage qui attend à la fois des Français, mais pas que, beaucoup d'autres membres de l'Institut qui viendront du Gabon, d'Angleterre, d'Irlande, etc. Le deuxième autre grand pèlerinage pour lequel nous œuvrons, c'est celui qui aura lieu au mois d'août prochain avec la fraternité Saint-Pie X autour des 19, 20, 21 août. Donc ce sera le grand pèlerinage de la fraternité Saint-Pie X à Rome avec plusieurs milliers de personnes. Donc ce sera un grand événement. Puis après on a des paroisses et des diocèses et autres qui nous confient leur pèlerinage tout au long de l'année. Souhaitez-vous rajouter quelque chose? Présenter autre chose? Écoutez, on est très heureux en tout cas de pouvoir proposer tous ces voyages, tous ces pèlerinages. En ce temps de carême, en ce temps de carême, je crois que on a une grande pensée pour tous nos frères d'Orient, là, toute cette chrétienté orientale qui souffre et qui attend que la chrétienté d'Occident puisse revenir notamment à Jérusalem. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Avant que cette émission ne se clôture, je vous propose 2 DVD qui m'ont particulièrement intéressé, donc distribués par Sage Distribution. La Servante, qui est en fait une biographie de la fondatrice des Sœurs de Marie Immaculée, donc qui est une communauté religieuse qui a été fondée à la fin du 19e siècle en Espagne pour s'occuper des jeunes filles en situation un petit peu difficile. Donc la sainte, puisqu'elle est sainte aujourd'hui, Vicenta Maria Lopez. Voilà, c'est très intéressant, très rafraîchissant, très édifiant. Beaucoup moins rafraîchissant, Nefarious, donc aussi distribué par Sage Distribution. C'est une personne qui est condamnée à mort aux États-Unis dans une prison de l'Oklahoma pour avoir commis une multitude de crimes, et on envoie un psychiatre pour le rencontrer dans sa prison pour savoir s'il est effectivement fou. Et en ce cas, on ne peut pas l'exécuter. Ou s'il n'est pas fou, on peut effectivement l'exécuter. Et en fait, ce psychiatre qui est parfaitement athée découvre, et nous découvrons avec lui au cours de l'entretien, que ce brave homme est possédé par un démon qui effectivement s'appelle Nefarious. Voilà, donc le premier film était tout à fait rafraîchissant et édifiant. Celui-ci est instructif, mais ni rafraîchissant et édifiant sous certains aspects, mais pas sous tous les aspects.
Voilà, cette émission s'achève. La semaine prochaine, c'est Guillaume de Thieulois qui vous accueillera. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne poursuite de carême. Merci à tous. Merci Sophie.